Donc, bonjour et bienvenue donc aux collègues de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Laval et vous ici à l'Université de Montréal. Donc, bienvenue à ce dernier séminaire de notre saison. On termine en beauté avec une présentation de nos collègues de l'Institut de la statistique du Québec, donc Jocelyne Flores et Robert Courtemanche, qui viennent nous parler de l'enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer. Donc, sans plus tarder, je leur cède la parole. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je dois regarder là-bas. Hein. C'est ça? Je regarde là-bas. Je regarde. OK. J'ai pas de contraintes. Ben, merci à tous d'être là, autant les sites éloignés que ici. Moi, je vais vous parler de l'enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer qui a été réalisée par l'Institut de la statistique en 2008 par un mandat qui a été donné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, on prend ça. Alors, voici le plan de la présentation. Je vais vous parler d'abord, dans un premier temps, pourquoi on a réalisé cette enquête-là. Donc, quel est le contexte organisationnel et aussi de la lutte contre le cancer au Québec qui a mené à la préparation de cette enquête. Aussi, je vais vous parler de son développement, donc de son cadre conceptuel, des assises aussi qui ont été utilisées pour analyser le problème à l'étude. Je vais vous parler aussi de l'outil de l'enquête qui est le questionnaire, comment on a développé ce questionnaire-là, quelle a été la démarche qui a été utilisée pour bâtir le questionnaire, quelles sont les sections du questionnaire et quelles sont les grandes thématiques ou les dimensions qui sont couvertes par le questionnaire. Après ça, Robert Courtemanche va vous parler de l'approche méthodologique. Alors là, il va vous parler de la population visée, de la base de sondage, du plan de sondage, du mode et du calendrier de collecte, ainsi que du traitement de données. Je vais vous présenter brièvement quelques résultats qui sont tirés des publications qui ont été faites depuis la sortie des données. Les données ont été publiées pour la première fois en avril 2010. Alors, il y a quelques publications qui ont été faites depuis ce moment-là, puis j'ai ramassé un peu les résultats de ces documents-là, puis je vais vous les présenter. Et je vais finir avec la portée des données. Alors, la première question, c'est pourquoi nous avons réalisé une enquête? Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer, c'est un problème de santé important. Selon la Société canadienne du cancer, 40 à 45% des Canadiens vont subir au cours de leur vie un cancer et 1 sur 4 va en mourir de ce problème-là. Je vais vous présenter des statistiques plus loin sur le cancer au Québec et au Canada. Mais je vais vous situer aussi en deuxième point, aussi la volonté, pourquoi une enquête, c'était la volonté du ministère d'évaluer de manière continue les services offerts à la population. Ceci s'inscrit particulièrement dans une démarche, je dirais, générale chez les organisateurs de systèmes de santé, chez les gestionnaires de systèmes de santé, d'évaluer les systèmes pour assurer une meilleure performance des systèmes, compte tenu du vieillissement de la population, de la prévalence des maladies chroniques et donc du poids que représentent ces problèmes de santé sur les systèmes de santé et leur viabilité économique. Donc ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Et aussi, dans le cadre aussi qu'au Québec, la lutte contre le cancer représente un problème, un intérêt particulier depuis les 15-20 dernières années. Et qu'en 1998, on a eu au Québec la naissance du programme québécois de lutte contre le cancer. Et l'enquête venait, dans ce cadre-là, à être une façon d'obtenir une première évaluation de l'implantation du programme québécois de lutte contre le cancer. Aussi, il faut mentionner qu'à l'Institut de la statistique du Québec, on a développé dans les dernières années un programme d'enquête en organisation des services pour justement soutenir le ministère de la Santé, particulièrement le ministère de la Santé, dans ses besoins d'information en matière d'organisation des services de santé, avec des enquêtes populationnelles. Alors, ça, c'est un tableau que j'ai construit à partir des données de décès au Canada et au Québec.
À gauche, c'est les données du Canada. À droite, c'est les données du Québec avec les 3 premières causes de mortalité. Pour 2000 à 2004. Et en 2004, en bas, en 2004, ici, j'ai hommes et femmes aussi, mais ici, c'est 2000, 2001, 2002, 2003, puis la première, deuxième et troisième cause. Vous voyez, les couleurs, c'est pas très joli, là, ça fait pizza, mais ça vous donne une idée des toujours la même cause. La première cause, ici, c'est les tumeurs ou le cancer, autant au Canada qu'au Québec. La deuxième cause, c'est les maladies du cœur, autant au Québec qu'au Canada. Et la troisième cause, c'est les maladies cérébrovasculaires. Il y a juste en 2004 où les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures deviennent la troisième cause au Québec, surtout chez les hommes. Ça, les maladies chroniques des voies respiratoires, c'est l'emphysème, entre autres. Alors donc, le problème du cancer, c'est un problème très prévalent, autant au Québec qu'au Canada. Ça, c'est des données qui viennent de l'Agence canadienne de santé publique, et ça, c'est plus par catégorie d'âge. C'est pour voir aussi un niveau de détail plus important. Par catégorie d'âge, ça, c'est la première cause, la deuxième et la troisième cause de mortalité. On voit que chez les jeunes enfants de 5 à 14 ans, la deuxième cause de mortalité demeure le cancer, après les blessures. Et chez la population âgée de 35 à 65 ans, c'est le cancer, à 64 ans, c'est le cancer qui est la première cause de mortalité aussi. Ça, c'est les données de 2005, par exemple. Ah, j'avais des petits cercles pour vous montrer. Ça ici, c'est des données de la Société canadienne de cancer. Ça, c'est particulièrement chez les hommes. C'est des données plus récentes. C'est des données de 2010. Alors, on voit en haut, ici, c'est les nouveaux cas de cancer par siège de cancer. C'est un peu petit pour voir, mais ce qu'on voit, c'est 90 000 nouveaux cas en 2010 chez les hommes. Et ici, en bas, c'est les décès, 40 000 cas de décès par année. On voit que la prostate, c'est le type de cancer le plus diagnostiqué. Par contre, c'est le poumon qui emporte le plus de personnes chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'est chez les femmes, c'est la même chose. C'est le cancer du poumon qui est le plus létal. Ici, cancer du poumon. En deuxième lieu, c'est le cancer du sein. Par contre, c'est le cancer du sein qui est le plus diagnostiqué. Alors, il y a aussi un contexte organisationnel qui entoure le développement de l'enquête. Comme je vous ai dit tantôt, c'est en 1998 la naissance du Programme québécois de lutte contre le cancer. Alors, qu'est-ce qui dit le Programme québécois de lutte contre le cancer? C'est une nouvelle façon de faire pour améliorer le continuum de services dans lequel un patient se situe quand il reçoit un diagnostic de cancer. Donc, le continuum de services va à partir de la prévention jusqu'au traitement en soins palliatifs. Ça veut dire jusqu'à la fin de la vie. Ça passe par le dépistage, par le diagnostic, le traitement et le suivi, incluant la réadaptation. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer l'accessibilité, la continuité et évidemment la qualité des soins. Et aussi se concentrer sur la personne atteinte. On va en parler plus loin, là. Et mieux répondre aux besoins des personnes atteintes et à leurs proches aussi. Alors, il y a 3 éléments importants à retenir dans le programme. C'est que ce qu'on cherche à faire, c'est essentiellement à instaurer des équipes multidisciplinaires pour le traitement du cancer. La mise en place de ces équipes multidisciplinaires va assurer une coordination et une continuité des soins. Le cancer, j'imagine que vous le savez, c'est un problème de santé qui atteint la personne dans son ensemble, mais qui requiert un traitement et des soins et des services multiples, et non seulement pas seulement une seule spécialité médicale peut répondre à les besoins d'une personne. Donc, il y a plusieurs services, plusieurs médecins, plusieurs intervenants de la santé qui sont impliqués. Donc, c'est pour ça que la question de continuité des services demeure un élément très important dans le programme québécois de lutte contre le cancer. Aussi, on parle de la nomination d'infirmières ou d'intervenants pivots, qui est comme la responsable de la coordination des soins et aussi de l'humanisation des soins. L'humanisation des soins devient un élément très important aussi dans le programme pour être proche
très proche du patient et de ses besoins, et aussi des personnes de la famille. On reconnaît alors, avec ce programme-là, la place des personnes atteintes, la place importante qu'ils jouent dans la décision et dans tout le processus de traitement qui va suivre après le diagnostic. Alors ici, je vous ai mis dans une ligne temporelle un peu la naissance du Programme québécois de lutte contre le cancer en 1998. En 2004, il y a la création de la Direction québécoise de lutte contre le cancer au ministère, qui maintenant, récemment, a changé de nom puis qui est devenue la Direction québécoise du cancer. Suivent après les 2 prochaines années, après la désignation des centres de traitement, avec la désignation aussi des équipes et des infirmières pivots, qui se sont... Toute cette désignation-là s'est faite à des niveaux, je veux dire, pas de façon uniforme au Québec, mais progressivement. Après ça, il y a eu la publication des orientations prioritaires en lutte contre le cancer entre 2007 et 2012. Et toute cette période-là, on appelle ça, on considère ça comme étant le temps zéro de l'implantation du Programme québécois de lutte contre le cancer. Puis c'est dans ce contexte-là que s'insère l'enquête, vraiment à documenter comment se fait la lutte contre le cancer dans ce cadre-là. Alors, pour répondre à notre question, pourquoi une enquête? En fait, l'enquête est là pour savoir si la nouvelle organisation des services de lutte contre le cancer améliore la qualité des services offerts aux personnes atteintes. C'est ça l'objectif. Alors là, je vais vous parler de son développement. Alors, l'objectif général de l'enquête est de dresser un portrait statistique de la qualité des services offerts au Québec en se basant essentiellement sur l'expérience des patients. Puis là-dessus, l'expérience des patients, je vais vous montrer un peu plus tard comment on a mesuré ça. L'objectif spécifique de l'enquête, c'est d'obtenir une mesure de base, comme je vous parlais tantôt, c'est le temps zéro, de dégager des éléments à améliorer, évidemment, de générer aussi des données régionales. On va vous montrer plus tard aussi, Robert va aborder la question des données régionales, et de permettre le suivi dans le temps. Pourquoi le suivi dans le temps? Parce que l'idée aussi est de pouvoir répéter l'enquête à des intervalles réguliers pour voir l'amélioration des services, la qualité des services à des intervalles réguliers de 4 ou 5 années. Alors, quel est le processus qui a été suivi pour le développement de l'enquête? D'abord, on a fait une recension des enquêtes et des outils de mesure qui existaient. C'est une recension non exhaustive. On a aussi documenté les documents constitutifs du Programme québécois de lutte contre le cancer. Tout ce qu'il y avait en matière de rôle, par exemple des intervenants pivots, des infirmières, le rôle des médecins, le rôle des équipes de soins, ce qu'il y avait en matière de lutte contre le cancer dans les régions, le continuum de services, c'est tous ces concepts-là qui ont dû être abordés dans le processus de développement de l'enquête. Après ça, on a réalisé des consultations auprès d'experts, mais aussi auprès des personnes atteintes. Ça, c'est très important. Alors, dans la recension des outils de mesure, il y a plusieurs enquêtes qui ont été consultées. Des enquêtes au Royaume-Uni, des enquêtes aux États-Unis, des enquêtes qui ont été faites aussi en Ontario par le Cancer Care Ontario, qui est un peu l'organisation qui s'occupe de l'amélioration de la qualité des services en cancer en Ontario, l'équivalent de notre direction de lutte contre le cancer. L'Institut national de santé et de recherche médicale en France aussi, l'INSERM. On a consulté une enquête nationale sur les conditions de vie des patients, des personnes atteintes d'une maladie de longue durée ou chronique. Il y a aussi des enquêtes à l'OMS sur l'amélioration de la performance des systèmes de santé. Des enquêtes de satisfaction aussi, il y en a une à Montréal-Centre et aussi une faite par la Société canadienne du cancer. Celle en caractère gras, donc la première de Picker Cancer. Picker, c'est une organisation à but non lucratif européenne
qui fait des enquêtes auprès des personnes utilisatrices de services de santé dans les hôpitaux, majoritairement. Mais Picker a des antennes au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, les trois principales enquêtes sur lesquelles avec lesquelles on a travaillé, c'est les enquêtes de Picker, les enquêtes de Cancer Care en Ontario, et ça, c'est une autre enquête de Picker avec 15 questions. Il y a des enquêtes aussi de Pays-Bas. Après ça, on s'est posé la question sur la mesure de la qualité. Alors, comment on mesure la qualité des services? On a regardé ce que Grenier et Rochelot ont fait en 2001 dans le cadre d'une recherche à l'Agence de la Mauricie et Centre du Québec. Et eux, ce qu'ils disent en 2001, c'est que la mesure de la qualité ne peut pas être complète si on ne tient pas compte des attentes énoncées par les utilisateurs eux-mêmes. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut absolument tenir compte dans notre analyse de la qualité, non seulement de l'aspect organisationnel ou professionnel de la part de l'avis des prestataires de services, mais aussi avoir la perception des utilisateurs de services. Que le portrait ne peut pas être complet si on n'a pas cette donnée-là. Alors, eux, ils disent, l'approche de Grenier-Rochelot, de mesurer la satisfaction et les attentes des personnes en s'appuyant évidemment sur le point de vue des usagers. C'est essentiel. Alors, voici le cadre de référence de Grenier-Rochelot. C'est un peu ce que je vous disais. Ici, du côté gauche, c'est le point de vue organisationnel. C'est le point de vue, si vous voulez, des services. C'est des critères objectifs. C'est un peu petit, là, ce que je vois, là, mais c'est les cadres normatifs. C'est la qualité voulue. Les cadres normatifs de ce qui est attendu des services. Les normes administratives et cliniques. C'est les bonnes pratiques. Et en bas, c'est la qualité rendue. Donc, c'est ce qui a été rendu comme service. Et ça peut être des tableaux de bord, des inspections professionnelles, les visites d'agrément se situent ici. C'est la qualité rendue. Mais ça, c'est la mesure objective de la qualité des services. Mais ça, c'est l'aspect qui vient du point de vue des usagers, qui est à droite, où on parle de la qualité attendue. La qualité attendue selon les usagers, qui, selon Grenier et Rochelot, est souvent très différente de celle des professionnels ou des prestataires de soins. Alors, on a la qualité attendue, mais aussi la qualité perçue, qui est la qualité ou la satisfaction des patients qui ont reçu des services. Alors, ça peut être documenté à partir des régimes d'examen des plaintes, les comités d'usagers, les sondages de satisfaction rentrent là-dedans, les groupes de discussion. Et c'est quand les usagers expriment leur appréciation de la qualité des services qu'ils ont reçus. Alors, eux, ils disent, il faut combiner ces deux éléments-là. Nous, dans la quête, on a utilisé le cadre de référence de Grenier, mais on a décidé de se situer à cheval entre ces deux cases-là, puis plutôt documenter, non pas la qualité rendue ou la qualité perçue, mais la qualité reçue. C'est-à-dire, vraiment, est-ce que les événements se sont produits ou pas? Pas tellement la perception du patient, mais plutôt, est-ce que l'événement, est-ce que le service XYZ a été rendu ou non? Alors, l'approche retenue dans l'enquête, c'est celle-ci. Donc, déterminer si les événements se sont produits ou non, c'est la qualité reçue, en s'appuyant sur l'expérience concrète des personnes. Puis ça, ce qu'on cherche à voir avec ça, c'est avoir une mesure plus objective, moins dépendante de la perception des patients, qui est très subjective et peut varier d'un patient à l'autre. Tandis que avoir une mesure de ce qui s'est produit ou pas, ça risque avoir moins de variabilité entre les personnes. Donc, d'être plus facilement comparable, entre autres. Alors, dans ce cadre-là, il était essentiel, si on voulait être conforme avec nos
nos assises, de consulter les personnes atteintes et voir quelles étaient les préoccupations des personnes atteintes. On a fait des forums de discussion et voici ce qu'on retire de ces forums de discussion-là. C'est les éléments considérés comme essentiels à documenter par les patients. Donc, la question des délais, c'est toujours, je pense, d'actualité, non seulement pour le cancer, mais pour toutes les maladies, pour tous les problèmes de santé. Donc, la rapidité et les délais, l'humanisation des soins, qui est un élément crucial pour les patients aussi, et de ne pas se faire traiter comme un numéro, mais comme un être humain. L'investigation et l'annonce du diagnostic. Donc, comment se fait l'annonce du diagnostic? Par qui, comment, où et la manière que ça se fait? Puis l'importance à avoir, bien, je ne suis pas sûre que les gens ont parlé de l'IPO, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le programme québécois de lutte contre le cancer, mais c'est probablement, on parle d'une ressource ou d'une personne de référence qui coordonne les soins et qui peut être là en cas de besoin tout au long du processus de traitement ou même après. Alors, avoir une personne de référence, ça c'est essentiel pour les personnes atteintes. Et aussi toute la question de l'information et le soutien. Il ne faut pas oublier le soutien psychologique et matériel. Les personnes qui traversent une période de traitement de cancer ont des besoins assez importants en matière de santé psychologique, mais aussi du point de vue matériel, parce que leur vie, vous allez voir, en tout cas, vous devez le savoir aussi comme moi, leur vie est bouleversée et les besoins sont très importants. Alors, la consultation des personnes atteintes, c'est ça qu'on a trouvé. Maintenant, la consultation des experts, ils nous ont parlé aussi des délais, mais de l'accessibilité aux services, de l'annonce du diagnostic aussi, c'est une question importante, et la continuité des services. Comme je vous disais, les équipes, les personnes impliquées dans le soin, dans les soins de traitement en cancer peuvent être multiples, donc c'est important d'assurer une continuité entre les établissements, entre les équipes, entre les intervenants qui rentrent, qui ont un rôle à jouer. La qualité d'écoute des intervenants, ça, on vient encore parler de l'humanisation des soins, le soutien psychologique offert et l'information reçue. L'information est un élément crucial, puis vous allez voir, dans l'enquête, ça prend une grande place, toute la question de l'information reçue par les patients. Je vais prendre une gorgée d'eau si ça ne vous dérange pas. Alors, l'outil de l'enquête, c'est essentiellement le questionnaire. Comme je vous ai dit, il est principalement inspiré des questionnaires du Picker Institute Europe. Il est très en lien avec les orientations du Programme québécois de lutte contre le cancer. Et aussi, il tient compte, évidemment, des résultats de nos consultations faites auprès des experts et des personnes atteintes. Alors, l'outil, en fait, couvre l'ensemble des étapes du continuum de service. Le continuum de service, c'est tout ce qui a lieu entre la prévention de la maladie, la promotion de saines habitudes de vie, qui passe par le dépistage et le diagnostic précoce, les services d'investigation, de traitement, de soutien, de réadaptation et aux soins palliatifs. Mais nous, dans l'enquête, on n'aborde pas la question des soins palliatifs. On arrête juste après le traitement. Alors, on parle aussi, on parle du respect de la logique chronologique des événements, c'est-à-dire de documenter ce qui se passe, qui s'est passé avant le diagnostic, dans la période d'investigation, la période d'investigation après les tests et examens diagnostiques, l'annonce du diagnostic, le traitement et après le traitement. On suit la chronologique des événements. On couvre plusieurs thématiques relatives à la qualité des services et évidemment, on cherche à évaluer l'atteinte des principaux objectifs du PQLC. Donc, quels sont les objectifs du PQLC qu'on cherche à mesurer? Donc, c'est les services accessibles rapidement, donc des délais, il y a des questions sur des délais. Les services continus et intégrés, notamment la présence de l'infirmière ou de l'intervenant pivot en oncologie, l'IPO. Et la question de
l'humanisation des soins, des services centrés sur les besoins des personnes, notamment les services de soutien et aussi les services de proximité. Voici les dimensions ou les thématiques couvertes par le questionnaire. Donc, la question de l'accessibilité, la question de la continuité, qui est la complémentarité aussi là, des équipes ou des expertises qui rentrent en ligne de compte. La question de la communication, de l'information reçue, le respect des préférences ou le respect de la dignité, de l'autonomie, des besoins des personnes et aussi de l'implication du patient dans son propre traitement et aussi du soutien qu'il reçoit. Voici les sections du questionnaire. Donc, il y a une section sur le profil des personnes atteintes, la période qui couvre avant les traitements, la période pendant les traitements, le suivi médical et psychologique après les traitements. Il y a une section aussi sur les habitudes de vie. Ça, c'est une section, je dirais, novatrice en termes de questionnaire sur la qualité des services de lutte contre le cancer, d'avoir une section sur les habitudes de vie, à savoir si les patients ont modifié ou pas leurs habitudes de vie. Et aussi une section sur, évidemment, les caractéristiques sociodémographiques. Oui? C'est le nombre de questions. Le nombre de questions que dans chaque section. Le nombre de variables. Oui. Okay. Ben justement, est-ce qu'il y avait des questions? Avez-vous d'autres questions jusqu'ici? Là, je vais passer la parole à mon collègue Robert qui va vous parler de l'approche méthodologique. Ça, c'est pour avancer. Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, vous mentionnez que pour la méthodologie de l'enquête, c'est principalement Luc Côté qui a travaillé là-dessus. Moi, je suis le coordonnateur des méthodologistes qui travaillent dans les enquêtes de santé, enquêtes sociales et de santé. Au début, pour préparer pour l'approche méthodologique, il faut définir la population qui est visée. Ce sont l'ensemble des résidents au Québec âgés de 18 ans et plus avant le début de notre période de référence. Il fallait qu'ils aient reçu au moins un des 3 traitements suivants, soit la chimiothérapie, la radiothérapie, incluant la curithérapie, ou une chirurgie curative contre le cancer. Notre période de référence est située, comme Jasmine l'a mentionné, au temps zéro par rapport au programme de lutte contre le cancer, était d'avril 2005 au 31 mars 2006. Et une fois qu'on a défini notre population visée, on procède à créer la base de sondage, soit la liste de la population visée. On peut par la suite faire le plan de sondage, soit la méthode de sélection de l'échantillon. Une fois notre échantillon obtenu, on va sur le terrain, je vais parler du mode et du calendrier de collecte de données. Finalement, on traite les données obtenues, autant en traitant de validation que de pondération pour passer à l'inférence. La principale difficulté pour cette enquête, c'était de créer une base de sondage pour obtenir une liste de la population des personnes qui ont reçu des traitements. On a utilisé 2 fichiers pour créer cette liste de population visée, soit le fichier médicaux du ministère de la Santé. Ce fichier-là comprend l'ensemble des patients qui sont hospitalisés. Ça exclut donc les personnes qui ont reçu des soins, ça exclut les soins qui ont été reçus en clinique externe ou en clinique privée. Ce fichier-là a des diagnostics qui sont validés de très bonne qualité. On a beaucoup d'autres informations sur les actes médicaux qui ont été faits durant l'hospitalisation. On a donc une bonne couverture en général des chirurgies. Par contre, quand on a croisé les informations avec l'autre fichier de la RAMQ, on s'est aperçu qu'il nous manquait beaucoup de personnes qui n'avaient pas eu de chirurgie, mais qui avaient eu de la chimiothérapie ou de la radiothérapie.
pour compléter, on a utilisé le fichier des services rémunérés à l'acte de la Régie d'assurance maladie du Québec. Ce fichier-là est obtenu, sert à la rémunération et est obtenu à toutes les fois qu'on utilise notre carte d'assurance maladie. Ça comprend les soins en clinique privée, les soins en clinique externe à l'hôpital. La faiblesse de ce fichier-là, c'est que les diagnostics sont absents. Bon, souvent, c'est peut-être exagéré, mais ils sont quand même, ils ne sont pas toujours présents et ils sont non validés. Par contre, on a l'acte qui a été posé qui est validé. Alors, notre liste, on l'a obtenue à partir des deux fichiers. Il fallait qu'une personne, pour faire partie de la base de sondage, ait eu soit une chirurgie curative avec un diagnostic principal de cancer. Cette information-là nous provenait du fichier médicaux. L'autre possibilité, c'est d'avoir eu 3 services pour des actes retenus et un diagnostic de cancer. Les actes retenus, c'est des actes en radiothérapie et curithérapie, ou encore des actes de chimiothérapie par voie intraveineuse. Pourquoi on a demandé d'avoir au moins 3 services et aussi la présence du diagnostic de cancer? C'est pour minimiser les faux positifs, d'approcher des personnes qui n'auraient pas eu le cancer, d'essayer de minimiser le nombre. Même en utilisant ceci, on avait un problème, c'est qu'il y avait quand même, dans certaines régions, une absence complète ou presque complète là, de diagnostic, ce qui fait qu'on a conservé les personnes, toujours qu'il y avait 3 services pour les actes retenus, mais aucun diagnostic d'inscrit. Il n'y a pas de diagnostic de cancer, mais il n'y avait pas aucun autre diagnostic d'inscrit. Si on ne les avait pas conservés, ce groupe-là, il y aurait eu des régions complètes qu'on n'aurait pas eu beaucoup d'informations pour la chimiothérapie et la radiothérapie. Ce qui fait qu'on a obtenu le 31 160 au total personnes qui étaient visées dans l'enquête. Au départ, quand on n'imitait pas à 3 services pour des actes retenus, on avait 33 150 personnes, fait qu'il y a 2000 personnes qu'on n'a pas enquêtées parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères détaillés que je vous ai mentionnés. Le tableau, il croise les traitements avec le fait qu'il y ait eu un séjour hospitalier ou sans séjour hospitalier. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que on a aussi élargi la période pour valider les données, c'est-à-dire de savoir s'il y a eu des cancers. Fait qu'on a 6 mois avant et 6 mois après, on était allé voir dans les fichiers médicaux, voir si les personnes étaient présentes pour avoir un diagnostic validé. Mais si on n'avait pas utilisé les éléments du fichier de la RAMQ, si on regarde par exemple pour les radiothérapies seulement, il y aurait 2631 personnes de moins qui n'auraient pas été visées dans l'enquête. Tout ce qui n'a pas eu de chirurgie, là, il ne serait vraiment pas très bien couvert dans l'enquête. Une fois qu'on a défini notre population, une fois qu'on a notre liste de population, on peut procéder à l'échantillonnage. L'échantillonnage, il s'est fait en stratifiant notre population selon la région socio-sanitaire, le profil de traitement mentionné tout à l'heure, le groupe d'âge et le sexe. La région nous a permis de fixer le nombre de personnes que l'on désirait obtenir. On voulait obtenir environ 600 répondants par région. Lorsque la population visée le permet, là, il y a 12 régions sur les 16 qui avaient assez de gens qui étaient dans notre liste pour qu'on puisse viser 600 répondants. On a augmenté l'échantillon visé à Montréal et à Montérégie pour avoir des meilleures données provinciales, ce qui nous faisait un échantillon total de 14 790 personnes et on visait 8 900 répondants. On a, avant d'aller sur le terrain, apparié avec le fichier des décès de l'ISQ pour envoyer le moins souvent possible d'enquêtes sur le terrain à des personnes décédées. On revoit les données, mais par région, là, 31 160 personnes qui étaient notre liste de départ, notre échantillon 14 790.
En rouge, qu'on aperçoit, c'est les 4 régions pour lesquelles il n'y a pas assez de personnes visées qui permettent d'obtenir un échantillon de la taille visée. Et on voit en vert les 2 régions qu'on a augmenté l'échantillon pour avoir des meilleures données provinciales. Bon. Une fois qu'on a notre échantillon, on s'en va sur le terrain. De quelle façon on fait ça? Habituellement, le questionnaire postal n'est pas un instrument qu'on utilise souvent à l'Institut de statistique parce que ce n'est pas des très bons taux de réponse qu'on obtient. Par contre, la littérature nous mentionnait que pour ce type d'enquête-là, les taux de réponse sont meilleurs que dans les autres enquêtes. De plus, pour ce questionnaire-là, c'est moins intrusif qu'un appel téléphonique. C'est aussi, ça permet au répondant de décider le moment pour lequel il est enquêté. Et ça permet de remplir le questionnaire. Ça lui permet de remplir le questionnaire en plusieurs étapes. C'est pour ces raisons-là qu'on a été avec un questionnaire postal. Nous avons tout de même fait une relance téléphonique pour essayer de maximiser nos taux de réponse. Au moment de la relance téléphonique, on demandait aux gens s'ils voulaient répondre au téléphone directement avec de l'aide d'un intervieweur. Pourquoi on a procédé à cette étape-là? C'est pour aider les personnes plus âgées parce que comme il y a beaucoup de personnes âgées qui ont eu le cancer et il y a des personnes, bien sûr, qui auraient des capacités en littératie qui seraient faibles. Donc, ça les permet de répondre à le questionnaire, même s'ils ont des capacités plus faibles en littératie. La collecte de données s'est faite pour le pré-test du mois de février au mois d'avril et l'enquête de la fin mai jusqu'au mois de septembre. La collecte était assez allongée parce qu'en période d'été, les personnes ne sont pas toujours présentes. On avait 14 790 personnes qui avaient été échantillonnées. De ces 14 790 personnes-là, il y a 6,7% des personnes qui étaient décédées, soit qu'on n'avait pas envoyé de questionnaire parce que la RAMQ nous l'avait déjà mentionné qui était décédée, ou qu'on l'avait obtenu en couplant avec notre fichier. Il y a quelques cas qu'on a envoyés sur le terrain, qu'on a eu l'information que la personne était décédée. Il y a eu un nombre plus élevé de personnes attendues qui se sont dit inadmissibles, et ces taux-là, le 6,4%, où on a et des taux plus élevés pour 2 régions, 10,5 en Estrie et 9,4% qui sont dit qu'il n'y avait pas eu de cancer ou qu'il n'y avait pas eu de traitement pour le cancer durant la période visée. Le taux de réponse on s'attendait à quelque chose dans l'entour de 70. C'était à peu près ce qu'on a obtenu, 67 dans la majorité des régions, mais comme d'habitude, c'est un peu plus faible à Montréal, de l'ordre de 60%. Ce qui fait qu'on a obtenu 8 753 personnes qui ont répondu. Les 2 régions qui ont vraiment obtenu moins de répondants qu'attendu, c'est l'Outaouais et l'Estrie. C'est principalement dû au taux d'inadmissibilité. Si on regarde c'est qui a moins bien répondu ou qui avait un taux d'inadmissibilité plus élevé, c'est les personnes les plus âgées. Les personnes de 75 ans et plus se sont dit à 12% inadmissibles, qui n'avaient pas eu de cancer ou qui n'avaient pas eu de traitement. Et on a eu de la difficulté à obtenir près de 50% de taux de réponse pour ce groupe d'âge-là, parmi ceux qui étaient visés. La surprise, c'est que les inadmissibles, c'était ceux qui avaient eu de la chirurgie seulement. Au départ, ce qu'on n'était pas sûr, c'est que c'était les fichiers de la RAMQ, qu'on était capable de bien identifier les personnes qui avaient le cancer. Pour ça, il y a les taux d'inadmissibilité de personnes qui étaient en radiothérapie seulement, qui avaient de la radiothérapie seulement ou de la chimiothérapie seulement, qui n'étaient pas dans le fichier médical du ministère de la Santé. Les taux d'inadmissibilité sont très faibles. Par contre, ceux qui ont eu de la chirurgie seulement, les personnes nous ont dit qu'il n'y avait pas eu de cancer. Il y a plusieurs hypothèses, mais je ne suis pas sûr que... C'est toutes des hypothèses, il n'y a rien qui peut être confirmé, mais il y a des cas qui nous ont dit qu'il n'y avait pas eu de cancer, et d'après les informations, c'était assez clair dans les données qu'il y avait eu un cancer. Fait que c'est surprenant. Non, c'est sûr qu'on ne posera pas un questionnaire de satisfaction sur le cancer aux personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas eu.
il y a peut-être aussi des cas qui ne veulent pas répondre à une enquête puis qui se disent qu'ils ne sont pas touchés par l'enquête, mais c'est surtout la chirurgie seulement. Une fois les données obtenues, il faut les valider. Et cette opération-là a été assez lourde dans ce cas-là parce que c'est un questionnaire auto-administré qui était assez difficile à répondre. Il y avait des questions ouvertes, beaucoup de traitements, beaucoup de validation. On avait aussi beaucoup de données administratives, ce qui nous permettait de mieux les valider, les réponses. Il est resté quand même des données avec de la non-réponse partielle, donc des personnes qui avaient répondu à l'enquête, mais qui n'avaient pas répondu à toutes les questions. Il y avait des taux, pour certaines questions, de l'ordre de plus de haut de 10% de non-réponse, et qui étaient souvent associés au temps d'attente, par exemple, ou au parcours, qui était plus difficile à répondre pour ces personnes-là. Il faut se rappeler quand même qu'il y avait un délai entre le moment de notre période de collecte, entre la période de collecte et le moment du traitement, ce qui peut rendre plus difficile à répondre à ces questions-là. On a aussi pondéré les données. Donc, on ne veut pas seulement parler des répondants, mais on veut inférer à l'ensemble de notre population. On a tenu compte du taux d'échantillonnage, de la non-réponse globale qui était variable. On a vu les personnes âgées répondaient moins bien, puis les personnes qui avaient eu seulement des chirurgies. On a finalement calé avec les données de population qu'on obtenait à partir de nos fichiers. Les estimations que Jocelyne va vous présenter sont tous pondérées. Les précisions tiennent compte du plan de sondage. Les tests d'hypothèse ont été faits en tenant compte des données pondérées du plan de sondage et un seuil de 5 %. Je peux lui passer la parole, mais avant, si vous avez des questions sur ces aspects-là. Oui, une petite question pour savoir si les données étaient nominatives au niveau de l'envoi des questionnaires. On envoyait, c'est sûr qu'on envoyait le questionnaire à une personne. La lettre était adressée à quelqu'un, oui, à une personne dans le ménage. Mais le questionnaire n'était pas différent d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est clair? Oui, je vous remercie. C'était juste au niveau de savoir s'il y a des considérations éthiques qui sont prises lors de l'envoi des questionnaires. Question par rapport au taux d'inadmissibilité, surtout pour les chirurgiens. Ça peut quand même être un indicateur de la qualité de la communication, d'éventuels problèmes de communication. Donc, est-ce que le client de l'enquête est intéressé à essayer d'éclairer ça? Donc, essayer d'aller plus loin là-dessus. Bon, c'est les chirurgies seulement, c'est aussi les personnes plus âgées. Est-ce que c'est dans le cas d'une chirurgie seulement aux personnes plus âgées ou notre chirurgie, a priori, n'était pas nécessairement pour le cancer, est-ce qu'on déclarait le cancer à la personne âgée, on déclarait à la famille? Ça, c'est des hypothèses qui entourent de cette taux-là, de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas eu le cancer. Une anecdote, il y a une personne qui nous a remercié parce qu'après avoir reçu notre lettre, il a vérifié avec l'hôpital, il a demandé d'avoir son dossier. Il s'est aperçu qu'il avait eu le cancer et il ne l'avait pas su. Il nous a remercié de l'avoir informé. Oui. Pour rejoindre les personnes, vous avez pris les adresses des fichiers de l'RMQ. Oui. Avez-vous un problème de mauvaise adresse? Il y a un petit pourcentage de mauvaises adresses, mais ce n'est pas si élevé que ça. Le principal problème quand on utilise le fichier, c'est que les numéros de téléphone, ce n'est pas une donnée qui, pour eux autres, est importante. Et pas obligatoire, et même pas dans le fichier principal quand on va chercher les données nominatives. Fait que pour essayer de rejoindre les personnes dans un deuxième temps au téléphone, il a fallu faire de la recherche de numéro de téléphone. Il y a quand même un groupe non important qu'on n'a pas trouvé de numéro de téléphone. C'est toujours un peu la difficulté qu'on a lorsqu'on obtient. Mais pour les adresses, oui, un petit pourcentage, mais ce n'est pas très important. C'est sûr qu'on était dans la période des déménagements. C'est une population qui est quand même plus âgée qu'on enquête.
On a vérifié s'il y a eu un changement d'adresse un peu. On est allé un peu tôt, là, parce qu'on voulait finir l'enquête le plus tôt possible. Il aurait peut-être fallu aller au mois d'août pour avoir les changements d'adresse qu'ils ont eu obtenus à la RAMQ. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi on n'a pas été aussi bien au niveau des adresses. Je travaille à l'Université de Montréal, le projet Carthagène. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y avait un taux de mauvaises adresses, parce que dans Carthagène, il était quand même assez élevé, qui était plus bas parce que les gens étaient déjà malades, ils avaient comme renouvelé leur carte à la bonne adresse? C'est sûr que c'est les utilisateurs du système de santé qu'on parle, nous. Parce que, a priori, oui, on doit s'attendre à avoir des meilleures adresses d'utilisateurs du système de santé. Mais ils font plusieurs appariements pour obtenir les données sur les adresses. Fait que c'est pas seulement que les utilisateurs du système de santé pour lesquels ils ont des adresses, là, font des appariements que le fichier des permis de conduire ou des données à la Régie des rentes. C'est eux autres qui ont cette possibilité-là. Okay. C'est eux qui mettent leur adresse à jour. Il peut en rester qui ne sont pas à jour. Mais tout ça va changer le jour où va arriver le registre québécois du cancer. Oui. Parce que dans le temps de le développement de l'enquête, il y avait le fichier des tumeurs qui existait, mais il y avait des problèmes de sous-couverture, donc on ne l'a pas utilisé, puis c'est pour ça qu'on a fait cette gymnastique-là importante, mais là, actuellement, le fichier des tumeurs du Québec est en train de devenir le registre québécois du cancer, avec des grosses améliorations, mais il est en phase d'implantation en 2010-2011. Si tout va bien, peut-être en 2012, ça devrait être la couverture devrait être plus importante. Alors peut-être pour une prochaine enquête, on va avoir une meilleure base de sondage, parce qu'actuellement, c'est ça, il faut travailler avec ce qu'on a à la RAMQ, mais c'est pas l'idéal. Puis c'est ça, avec des problèmes comme ça de non, madame, finalement, moi, j'ai pas le cancer, là, on peut pas rien faire, là, comme dit Robert, c'est difficile de dire compléter le questionnaire. Nous, on sait que vous avez le cancer. OK. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. On parle toujours, puis il faut pas l'oublier, on parle toujours de la population visée par l'enquête. Donc, la population que Robert vous a mentionnée, les personnes ayant subi des traitements entre telle date et telle date, les 3 traitements visés par l'enquête. Je vais vous présenter ici d'abord quelques caractéristiques, donc la répartition selon l'âge et le sexe. Ce qu'on remarque ici, c'est que la population visée est plutôt âgée, qu'on a plus de, ici, avant 60 ans, on a plus de femmes que d'hommes, alors qu'après, avant 50 ans, on a plus de femmes que d'hommes, alors qu'après 50 ans, non, c'est ça. Avant 60 ans, c'est plus de femmes, puis après 60 ans, on a plus d'hommes. Avec la répartition selon l'occupation, en fait, on voit ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est que on a beaucoup plus de personnes, la proportion de personnes à la retraite est plus élevée que les personnes en emploi. Ça, c'était à prévoir, étant donné qu'on a une population âgée. Ici, c'est les caractéristiques. Donc, on continue selon le siège du cancer et l'âge. Les sièges du cancer, encore une fois, je le mentionne parce que c'est important, ce n'est pas la répartition des sièges de cancer dans la population, mais c'est la population visée par l'enquête. Donc, les personnes plutôt âgées sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 49 ans à avoir du cancer colorectal, prostate et bronchopulmonaire, alors que chez les plus jeunes de moins de 50 ans, on voit l'hématopoïétique, les cancers hématopoïétiques du sein et ORL on a les proportions les plus élevées. Hématopoïétique, c'est des cancers de la moelle osseuse, la leucémie, maladie d'Hodgkin, myélome, lymphome, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire hématopoïétique. Ici, dans les autres cancers, ce qu'on veut dire dans les autres cancers, c'est vraiment le cancer de la peau est là-dedans, le cancer de l'estomac, du foie, des os, les mélanomes sont là-dedans.
Ici, on regarde la répartition de la population visée selon la présence de symptômes. Il faut dire que la présence de symptômes, c'est évidemment la première démarche, ce qui arrive en premier avant la démarche qui va suivre pour obtenir le diagnostic. Donc, on veut savoir s'il y a eu symptômes ou pas. Il faut dire aussi que la plupart de notre population visée, 8 personnes sur 10 étaient atteintes d'un premier cancer, donc avaient subi des traitements pour un premier cancer. 7% étaient dans un cas de récidive et 7 autres % étaient dans un deuxième cancer. Mais la plupart, donc, étaient dans un premier cancer. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'est ça. La proportion des personnes qui ont des symptômes est beaucoup plus, qui ont présenté des symptômes est plus faible. C'est ça, dans le cancer de la prostate et dans le cancer bronchopulmonaire, alors qu'elle est plus élevée avec symptômes hématopoïétiques, génital féminin, colorectal et chez les autres cancers. On voit aussi que le cancer de la prostate et le cancer bronchopulmonaire sont les deux cancers aussi qui sont le plus asymptomatiques, où il n'y a pas de signes avant-coureurs de la maladie généralement. Ici, je vous parlais avant Robert de la question des délais, comment c'était important. Cette carte a été réalisée à partir des données régionales, donc avec le temps d'attente c'est le temps d'attente pour obtenir une première visite chez un médecin spécialiste, parce que là, après avoir eu une première consultation, après avoir senti des symptômes ou avoir vu un médecin généraliste ou un médecin de famille qui vous a envoyé vous faire un test diagnostique, à ce moment-là, vous êtes référé vers un médecin spécialiste qui, lui, normalement, va poser le diagnostic. Alors, le délai entre la consultation avec votre médecin général ou de famille qui vous dit il faut aller voir le médecin spécialiste, c'est ce qui est mesuré ici. Ici, dans le haut de la carte, on voit l'ensemble du Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que 74% de la population visée a eu un délai de consultation avec le médecin spécialiste à l'intérieur d'1 mois. Alors que ici, la couleur la plus foncée ici, c'est 18% ont eu un délai entre 1 et 3 mois et 8% de plus de 3 mois pour la consultation du médecin spécialiste. C'est toujours le spécialiste qui est celui qui va poser le diagnostic. On comprend ça. Alors, chaque région ici a eu sa petite pointe de tarte illustrée, puis les flèches indiquent la différence avec l'ensemble de la province. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean se porte très bien, a une proportion plus élevée de patients atteints de cancer qui ont des délais de moins de 2 semaines ici, par rapport à l'ensemble de la province, alors qu'une proportion plus faible pour ceux qui ont entre 1 et 3 mois. Donc, vraiment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va bien. Ici, en Estrie, c'est un peu le contraire. Là. En Estrie, la proportion de patients qui ont un délai de 2 semaines et moins est moins élevée que l'ensemble de la province, alors qu'elle est plus élevée pour les 1 à 3 mois. Alors ça, c'est un exemple de données qui vient des données de l'enquête. Alors, des données, l'information transmise aux patients, comme je vous disais tantôt, on a beaucoup analysé la question de l'information transmise aux patients. Ça, c'est l'information qui a été transmise avant le traitement. On demande, est-ce que vous avez reçu des explications claires quant aux raisons de passer les tests et les examens diagnostiques? 81% des personnes visées par l'enquête ont dit oui à cette question-là.
Ici, c'est en bas, c'est la question du qui annonce le diagnostic, ce que je vous parlais avant Robert. On voit que 95% des patients ont reçu le diagnostic de la bouche d'un médecin, que ce soit le médecin spécialiste du cancer, ça c'est des oncologues, des radio-oncologues c'est nécessairement des oncologues, ou leur médecin spécialiste, ou leur chirurgien, ou bien leur médecin de famille. Donc, c'est le médecin qui est celui qui annonce le diagnostic. Une autre personne, c'est 5%. Ça peut être un autre professionnel de la santé ou c'est non spécifié. Après ça, ici, c'est l'information écrite sur la maladie et son traitement. Ce qu'on voit ici, c'est que ça varie selon, on voit que 62% des personnes visées par l'enquête disent avoir reçu de l'information écrite sur la maladie et son traitement. Et ça varie selon, évidemment, le siège de cancer. On voit que, vous allez voir, il y a plusieurs variables qui varient selon le siège de cancer. Je ne sais pas si ici, non. Alors, ce qu'on voit, c'est que la prostate et le sein ont des proportions plus élevées de patients disant avoir reçu de l'information écrite sur la maladie et son traitement. Ici, le sein et la prostate, alors que les autres cancers ici ont une plus faible proportion. L'hypothèse ici, c'est que prostate et sein, surtout sein, ont des programmes beaucoup plus, je dirais, intensifs d'information développés. Peut-être plus de matériel est disponible pour ces cancers-là que les autres, surtout les autres cancers qui sont les cancers les moins prévalents. Ici, pendant le traitement, alors, est-ce que le patient a reçu des explications quant aux différentes étapes du traitement? Il y a quand même 81% des patients qui ont dit avoir reçu ces informations-là. Les plus fortes proportions, on les trouve chez les personnes qui ont reçu de la radiothérapie. Alors, radiothérapie seulement, ici, 87%, mais aussi la radiothérapie combinée avec la chirurgie, 83%. Puis ici, la radio et chimio, 84%. Et ici, c'est les 3 traitements, radio, chimio et chirurgie, avec 85%. Mais ce qu'on voit tantôt, on parlait tantôt de la communication avec les chirurgiens. Les gens qui ont subi une chirurgie seulement ils ont quand même 77% et 78% pour la chimio seulement, mais par rapport aux étapes de traitement, ils disent avoir reçu moins d'informations. On s'entend aussi que normalement, ce qu'on s'attend, c'est que les patients puissent discuter et planifier les étapes de leur traitement avec leur médecin traitant. Ça, c'est quelque chose qui devrait normalement se produire. Ici, l'information transmise toujours pendant les traitements, on parle de la participation du patient à la prise de décision concernant la planification du traitement, autant qu'il le souhaite. Alors, 72% des patients ont dit avoir participé à la prise de décision. On voit les proportions plus nombreuses colorectales, ça varie selon le siège de cancer, donc colorectal et prostate, les proportions sont plus élevées, mais plus faibles chez les cancers hématopoïétiques, 67, tête et cou et les autres cancers. Ici, l'information utile, est-ce que la personne a reçu des informations utiles à propos des changements pouvant survenir pendant le traitement? On s'entend que les traitements liés au cancer sont des traitements qui sont souvent invasifs, qui comportent des changements importants à tout niveau. Alors, on considérait important de documenter la question de l'information que le patient aurait reçue pour différents changements pouvant survenir. Alors, on a questionné sur l'apparence physique, les changements pouvant survenir sur l'apparence physique, la sexualité, les émotions, la vie familiale, l'alimentation et les activités courantes. Ce qu'on voit, c'est que la proportion des patients se disant informés varie entre 43 et 66%. Les thèmes les moins souvent abordés
sont la question des émotions et la vie familiale avec des proportions de 45 et 43 et l'apparence physique avec 66%. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, on a fait, j'ai apporté des exemplaires de notre collection Zoom Santé. Après la sortie de l'enquête, nous avons analysé les données juste pour le cancer du sein, les personnes atteintes de cancer du sein pour le cancer de la prostate et le cancer colorectal. Puis on a analysé, ici c'est pour le cancer du sein, justement la question de l'information reçue utile à propos des changements. On a comparé les personnes atteintes de cancer du sein, essentiellement des femmes, avec les autres sièges de cancer par rapport à l'information. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les questions de sexualité sont très peu ou pas abordées. 43% des personnes disent avoir reçu de l'information sur les changements pouvant survenir sur la sexualité, alors que pour les autres sièges de cancer, il y a quand même 53% des gens qui disent avoir reçu. Aussi, la question des besoins alimentaires chez les femmes atteintes de cancer du sein, c'est quand même faible par rapport aux autres sièges de cancer. Et là, je vous mets juste après l'analyse qui a été faite pour le cancer de la prostate. Alors, on voit que pour les hommes, ce n'est pas du tout la même affaire. Pour la sexualité, les hommes abordent la question, aux 3/4 des hommes ont eu l'information nécessaire sur les changements concernant leur sexualité, alors que pour les femmes, cancer du sein, ça ne semble pas être abordé. Mais chez les hommes, quand même, la question des émotions, c'est pas quelque chose non plus qui est abordé. Ah, j'avais des petits cercles. Et l'apparence physique non plus. Les besoins alimentaires aussi sont moins souvent abordés que pour les autres sièges de cancer. Maintenant, une fois les traitements terminés, alors ça c'est la période après le traitement, on parle ici de l'information que le patient peut recevoir concernant les symptômes à surveiller pour une éventuelle récidive. C'est quand même quelque chose de très important pour les patients de recevoir cette information-là, pour savoir quoi surveiller. Alors, 54,5% seulement des personnes visées par l'enquête disent avoir reçu cette information-là. On voit ici que les proportions les plus élevées, c'est chez les personnes atteintes de cancer de la prostate et hématopoïétique, alors que les plus faibles, génitales féminins, le sein, l'ORL et les bronchopulmonaires, pour les signes à surveiller en cas de récidive. Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, voici pour les quelques résultats que je vous présente. Je vais, ici, les publications à ce jour, on a le portrait statistique qui est le rapport de base de l'enquête. Je vous ai ici apporté des exemplaires. J'ai des CD-ROM aussi où le CD-ROM contient le document qui est le rapport principal de l'enquête qui est ici, qui a été écrit par Gaëtan Dubé, et le recueil statistique avec les données régionales. Alors, chaque région a 12 ou 16 tableaux avec leurs données régionales, avec la comparaison avec l'ensemble de la province. Puis, dans le CD-ROM, vous avez l'ensemble des tableaux régionaux et le portrait statistique. Comme je vous disais tantôt, on a publié aussi dans notre collection Zoom Santé une analyse sur les personnes atteintes de cancer colorectal, du sein et de la prostate. Et aussi, il y en a un sur la question des habitudes de vie qui va sortir le 11 mai prochain. Alors, si vous voulez surveiller le site de l'Institut, il devrait être là le 11 mai prochain. Pour terminer, donc, la portée des enquêtes, on a réalisé alors la première enquête populationnelle auprès des personnes ayant reçu les 3 principaux types de traitements offerts aux personnes atteintes de cancer. On a des informations sur la période avant, après et après les traitements. On a un échantillon représentatif au niveau provincial et régional, ce qui est non négligeable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une perspective comparative avec d'autres provinces canadiennes. D'ailleurs, il y a une étude qui est en train d'être réalisée
pour avoir une analyse comparative entre l'approche québécoise et l'approche ontarienne en matière de lutte contre le cancer, pour voir comment eux, avec leurs données d'enquête, à quoi il y en arrive par rapport à ce que nous, on trouve dans nos données d'enquête. Alors ça aussi, ça devrait être publié d'ici cet automne. Parce que dans le cadre du développement de l'enquête, on a eu quand même beaucoup de liens avec les gens de Cancer Care en Ontario, qui sont très intéressés aussi par ce qu'on fait, puis on essaie d'avoir un rapprochement par rapport à ça. Et l'idée aussi d'avoir une deuxième enquête, ça va être très intéressant parce que ça va pouvoir comparer l'évolution de l'implantation du programme. Puis là, si la prochaine enquête est réalisée plus en 2012, on va avoir des données à 5 ans d'intervalle et on va pouvoir voir maintenant les équipes de multidisciplinaires et les infirmières pivots sont déployées de façon plus uniforme au Québec. Alors, on va pouvoir avoir une mesure plus claire de ce qui se passe par rapport à ça et de peut-être la différence de la qualité des services par rapport à ça. Juste pour terminer, moi, j'ai aucun mérite là-dessus parce que c'est pas moi qui ai travaillé sur ce projet-là. Moi, je suis arrivée, c'était tout terminé. Alors, je vous ai mis les noms des personnes qui ont travaillé là-dessus, qui malheureusement ne sont pas là ici avec nous, mais Robert est là. Une chance que Robert était là. Alors, c'est ça, mais je vous remercie. Puis s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Merci. S'il y a des questions. Bon, d'abord, merci pour la présentation fort intéressante. Merci. Je veux savoir comment les résultats avaient été reçus par les prestataires de services. Je pense qu'à quelque part, les prestataires de services s'attendaient à avoir un portrait plus négatif que ce qu'ils ont reçu. Alors, on entend beaucoup de plaintes au sujet du réseau de la santé de la part des utilisateurs dans les médias. Alors là, je pense que les gens avaient peur de recevoir ça comme ça. Mais avec des fois des proportions de 80-95%, les gens se sont dit quand même. Mais il ne faut pas oublier, il y a quand même des éléments qui ressortent, puis j'ai essayé de les présenter, où il y a des améliorations à apporter. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a vraiment hâte de voir la transition, le temps 2 de l'enquête des données, pour voir vraiment ce qui s'est passé, parce que ces données-là ont été colligées pour des services qui ont été reçus en 2005-2006. C'était vraiment le début de l'implantation du programme. Donc, actuellement, il y a déjà beaucoup qui a été fait dans le réseau pour améliorer la qualité des services. Alors, pour eux, oui, c'est le portrait de 2005-2006, mais là, actuellement, ça a déjà changé. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est l'intérêt beaucoup, ça va venir de la deuxième enquête. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir quelle est l'appréciation globale que vous faites de ce programme. Est-ce que la qualité est bonne, pas bonne, ou quelle est votre appréciation globale? Parce que vous avez donné des pourcentages. Est-ce que vous avez des critères de seuil par rapport à la qualité que vous fixez comme des scores qui sont respectés pour pouvoir juger de la qualité globale du... Ouais. Nous, notre rôle, notre mandat qu'on a reçu du ministère de la Santé, c'est évaluer la qualité des services de lutte contre le cancer avec des dimensions, avec des thématiques bien particulières. Puis vous avez vu tout l'exercice qu'on a fait pour cerner ça. Nous, à l'Institut de la statistique, on n'a pas un mandat d'évaluation de la qualité. On a un mandat de produire l'information telle que reçue de la population. Maintenant, la balle, je dirais, est dans le camp des prestataires de services pour vraiment coller les données aux programmes puis aux interventions, puis aux programmes d'intervention qui se font sur le terrain pour dire est-ce que c'est conforme ou non avec les normes et pratiques. Alors, puis nous, on n'a pas un rôle d'évaluation, on a un rôle de produire la donnée, produire un premier portrait très de base, mais il y a des analyses subséquentes qui doivent être faites, puis la balle est dans le camp du ministère, mais aussi des prestataires de services pour l'analyse. D'ailleurs, c'est ce qu'ils comptent faire aussi. Des questions à l'Université de Sherbrooke
ou à l'Université Laval? Pas pour Sherbrooke, merci. Merci. À l'Université Laval? Pas pour Laval non plus. S'il y a un manque de satisfaction, par exemple, d'un patient, est-ce que tu penses que c'est causé peut-être parce que la langue parlée par le patient ne correspond pas aux langues offertes par les services? Ou est-ce que tu penses que ça peut causer un manque de satisfaction? Et est-ce qu'il y a une façon de le savoir selon cette enquête? Juste pour clarifier, justement, dans le développement de l'enquête, on s'est dit, on considère pas qu'on ait fait une enquête de satisfaction, justement, parce qu'on a eu un regard beaucoup plus objectif par rapport au service rendu exclusivement. Alors, donc, on n'est pas dans la satisfaction du patient, on est dans est-ce que vous l'avez reçu ou non. C'est sûr que quand il demande est-ce que vous avez reçu de l'information ou pas, on n'est pas allé jusqu'à demander est-ce que l'information, mettons, sur papier que vous avez reçue était utilisable par vous, parce que une question de langue, là, ça, on ne l'a pas demandé. On a la question de la langue d'usage, mais on n'est pas allé jusqu'à demander est-ce que vous avez reçu les services dans votre langue. Ça n'a pas été questionné. On n'a pas façon de le questionner, à moins que Robert ait d'autres choses par rapport à ça, là. Mais on n'a pas questionné ce point. Je vais poser une question au niveau de la méthodologie. Avez-vous, c'est justement à Robert, aviez-vous un autre moyen que les affirmations des patients pour vérifier la fiabilité de leurs réponses? Au niveau de la méthodologie, aviez-vous un autre moyen, mis à part les déclarations des patients, pour vérifier la fiabilité de leurs réponses? Non. C'était vraiment, on voulait avoir de l'information des patients, fait qu'on n'a pas, c'était pas une question, on ne voulait pas aller vérifier la fiabilité de leur réponse du tout. C'était seulement leur perception. Concernant les diagnostics médicaux, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que c'est approprié, c'est justifié ou quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut se baser uniquement sur, par exemple, lorsqu'on veut faire un travail sur le fichier médical, se baser uniquement sur les diagnostics pour ressortir certaines informations ou il faut nécessairement les coupler avec la RAMQ? OK. Ça marche. Pour notre objectif qu'on avait d'avoir l'ensemble des personnes qui étaient touchées par les traitements, il est clair que le fichier médical ne faisait pas le travail parce que les personnes qui ont eu, par exemple, des traitements de chimiothérapie, ils n'ont pas nécessairement eu lors d'une hospitalisation. Le fichier médical ne couvre pas les hospitalisations. Au niveau du diagnostic, la qualité de la donnée du diagnostic comme tel dans le fichier médical, tout ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'était une donnée vraiment de qualité, qui était validée, qui utilisait beaucoup d'informations pour définir quel était le diagnostic principal. C'est fait par des professionnels. On n'a pas remis en question le diagnostic avec toutes les informations qui nous étaient données par les personnes responsables de ces fichiers-là. Mais le fichier médical, c'est un fichier qui est validé parce que les archivistes médicaux dans chaque centre hospitalier valident l'information avant de la transmettre au fichier central. Donc, le fichier médical est un fichier qui est généralement de bonne qualité. Mais maintenant, c'est un fichier administratif, il ne faut pas oublier, c'est pas un fichier
faite pour faire de la recherche non plus, là. Alors, on ne peut pas obtenir toutes les données qu'on veut à partir du fichier médicaux. Mais c'est pour nous, pour l'enquête, ce n'était pas suffisant parce qu'on avait besoin des actes qui ne sont pas nécessairement réalisés avec des hospitalisations, des actes en chirurgie d'un jour, par exemple, qui ne rentrent pas dans le fichier médical. Oui, mais on a besoin d'être hospitalisé pendant plus que 24 heures, là, de faire au moins un dodo à l'hôpital pour être inscrit à médicaux. Tandis qu'il y a des traitements en oncologie qui ne nécessitent pas nécessairement de dormir à l'hôpital. Dernière chance. Des questions, commentaires, décisions? Donc, il me reste à remercier nos présentateurs. Merci beaucoup. Et à vous souhaiter un très bel été et au plaisir de vous retrouver à l'automne pour une nouvelle saison de séminaire au CIQSS. Parfait, merci.